Bonjour, alors dans cette nouvelle séquence audio, je vous propose d'essayer de répondre à la question qu'est-ce que c'est que finalement la psychanalyse? Eh bien, la psychanalyse est un chemin et une rencontre. Une rencontre entre des mots MAUX et des mots MOTS. Les mots d'un individu qui demande l'aide d'un psychanalyste parce qu'il va mal, parce qu'il a l'impression de vivre une situation insurmontable. La personne en souffrance qui demande cette aide le fait parce que toute seule, elle n'y arrive pas avec ses difficultés, ou en tout cas, pas assez. Et qu'en plus, elle ne comprend pas ce qui la met dans cet état, ce qui lui arrive, pourquoi cela se passe ainsi pour elle et maintenant. Et de quoi souffre-t-elle au juste? Eh bien, de conflits névrotiques, le plus souvent. Autrement dit, de cette forme de normalité qui complique notre rapport aux autres, notre rapport au monde et à nous-mêmes. C'est le grand domaine des phobies, c'est-à-dire ces peurs plus ou moins irrationnelles, le domaine aussi des obsessions, ce sont ces contrôles excessifs, ritualisés, ces pensées obsédantes, le domaine aussi de l'hystérie avec son cortège de symptômes physiques, vécus péniblement, avec souvent une hypersensibilité exprimée dans le corps. Mais ce sont aussi des humeurs dépressives ou des angoisses qui peuvent conduire les patients à venir consulter un psychanalyste, des insomnies, des peurs de mourir, de devenir fou, des problèmes de couple ou des problèmes avec les enfants, des soucis concernant les valeurs sur lesquelles on s'appuyait jusqu'alors. Les individus pris dans des comportements pervers ou caractériels font peu appel à la psychanalyse, ou alors ils restent peu longtemps. Il en va de même des personnalités dites borderline, ces états limites qui flirtent avec la loi, avec l'autorité, qui sont souvent pris dans des histoires dans des dépendances toxicomaniaques. Non pas qu'elles ne puissent pas tirer un certain bénéfice à s'inscrire dans la régularité d'entretien psychothérapeutiques, mais c'est toujours très 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 fragile. Quant aux patients atteints de psychose et en dehors de périodes très chaotiques de leurs pensées, comme dans les délires par exemple, ils peuvent aussi essayer de tisser un chemin thérapeutique en mettant des mots sur leur biographie, leurs pensées, leurs symptômes, mais là aussi ça reste extrêmement précaire et fragile. Donc en dehors des névroses, je ne crois pas qu'il faille appliquer les méthodes psychanalytiques classiques aux autres structures psychiques dont on vient de parler. En tout cas, pas trop vite et avec beaucoup de prudence. Plutôt pratiquer une écoute d'inspiration analytique, certes, mais plus soutenante, plus cadrante, en face à face, voire avec une visée de renarcissisation, surtout au début. Alors, comment ça se passe en pratique? En pratique, un psychanalyste vous recevra la première fois en face à face et vous demandera sûrement ce qui vous amène. Il vous posera peut-être un certain nombre de questions, mais privilégiera toujours l'émergence de votre propre parole afin de guider et d'orienter le moins possible votre discours en cours d'élaboration. Si vous allez voir un psychanalyste, c'est que vous avez quelques cailloux dans vos chaussures, un peu comme si la boussole de votre vie avait perdu le nord. Et ce n'est pas alors pour repartir avec un nord qui ne serait pas le vôtre et qui serait celui du psychanalyste en vous moulant dans ses mots et dans sa direction. Ces entretiens préliminaires serviront à poser le cadre du travail, la fréquence des séances, 1, 2, voire 3 fois par semaine, les moments des séances et leur prix. Une fois que les entretiens préliminaires auront débuté, et si des fenêtres sur l'inconscient semblent apparaître à votre analyste et que quelques autres ingrédients sont au rendez-vous, il vous proposera de troquer votre place sur le fauteuil par celle sur le divan. Nous consacrerons à l'intérêt du divan une séquence audio spécifique. Bien entendu, la personne est libre de refuser d'aller sur le divan si elle ne se sent pas prête, si elle est encore un petit peu inquiète pour l'une ou l'autre chose. En tous les cas, ce n'est pas le divan qui fait l'analyse. Le divan n'est qu'un outil parmi ce qui se passera dans la relation entre ces deux personnes. Et ensuite commencera ou pas le trajet analytique, plus ou moins long, sujet d'ailleurs d'une autre séquence, qui pourra porter des fruits insoupçonnés pour l'analysant, avoir des effets concrets dans sa vie ou stagner et donner l'impression de faire un peu flop.
En définitive, une psychanalyse vise à remettre en mouvement un désir en panne, à réinstiller de la vie dans des moments figés ou pétrifiés de douleur ou de contrainte, de tristesse ou d'angoisse. Mais aussi de repérer des conflits internes et des facettes de soi qui peuvent ne pas nous plaire, un certain côté obscur qu'il est inutile de vouloir cacher et ne pas rencontrer parce qu'il continuera à œuvrer dans l'ombre, d'autant plus qu'il n'est pas entendu, qu'il n'est pas reconnu. L'inconscient n'est pas toujours si bienveillant. Et si en chemin des effets de sens ou de compréhension viennent éclairer la personne sur ses fonctionnements, tant mieux. Mais parler possède des effets propres, un peu comme si les lettres elles-mêmes avaient une dynamique autonome qui échappe par moments à la raison, comme en témoignent par exemple les lapsus ou les rêves, dont nous parlerons ailleurs. Qu'est-ce qu'on apprend au cours d'une analyse? Est-ce que ce sont toujours des effets de compréhension ou est-ce qu'il peut y avoir des effets sans qu'on les comprenne? Heureusement, des effets concrets et tout à fait intéressants peuvent être au rendez-vous, indépendamment de tout effet de compréhension. Il en va un peu de même pour la question de la lecture. Est-ce qu'il est important, me demande-t-on parfois, de lire des livres de psychanalyse pendant sa propre analyse? À ça, je n'ai pas de réponse toute faite. Je dirais bien sûr que ça dépend. Ça peut apporter du matériel, ça peut apporter du grain à moudre et des illustrations et des voies de réflexion, des pistes à creuser, mais ça peut aussi servir finalement à faire en sorte que la théorisation devienne une sorte de rempart, une sorte de défense derrière laquelle le sujet va s'abriter pour éviter au fond de parler de lui-même. Une cure analytique devrait pouvoir conduire à faire mûrir un individu par rapport à certaines illusions, à le lester davantage dans sa vie et à le déprendre des pesanteurs d'un égocentrisme infantile, à le délester d'un trop-plein de ce que les psychanalystes appellent jouissance, une notion qui sera bien entendu nécessaire de préciser dans une autre séquence. La jouissance étant au fond un trop quelque chose. Un trop quelque chose qui peut revêtir 1000 masques différents et problématiques dans la vie. Une psychanalyse pourra aussi être une extraordinaire aventure intérieure, parfois drôle, parfois grave, parfois douloureuse, parfois plus légère. Une expérience approchant le concept de vérité et d'humanité à nul autre pareil. La psychanalyse a mis en évidence que le fond de notre désir était incestueux et meurtrier. Ça, c'est peut-être dur à avaler, très certainement d'ailleurs. Mais il n'empêche que c'est comme ça. Et que le propre de l'humanisation était de renoncer à l'accomplissement de ses vœux, autrement dit, de consentir à intégrer une limite, de consentir à la perte de ce trop dont nous parlions avant, de cette jouissance en tant que fantasme d'absolu. Et est-ce que tout ça a à voir avec l'éthique au sens d'Aristote? Je pense que sans névrose, il ne peut y avoir d'éthique. La névrose, on pourrait essayer de la définir ainsi, c'est une construction psychique défensive que nous organisons par rapport à des conflits inconscients qui nous habitent. Conflits pris entre des pulsions oedipiennes et leur répression. Lacan disait au sujet de l'éthique, justement, dans un séminaire intitulé ainsi, que les psychanalystes soient ce quelque chose qui accueille une demande de ne plus souffrir, au moins sans comprendre, dans l'espoir que, de comprendre, le souffrant ne se libérera pas seulement de son ignorance, mais de sa souffrance elle-même. Et l'avènement de l'éthique, au fond, procède aussi de cette rencontre difficile, mais à mon avis incontournable avec l'angoisse. Et je reprendrai là la formule freudienne qui dit qu'une psychanalyse vise également à ce qu'un sujet puisse se libérer d'un amour et d'une haine refoulés qui trouvaient dans certains symptômes la pauvre expression d'un compromis. C'est une formule que je trouve très juste. La psychanalyse demeure une découverte sans équivalent à ce jour. Elle est une pratique un peu curieuse, au sens où elle se situe en marge des transmissions verticales de la tradition scientifique, qui vise à transmettre un savoir du sachant vers l'apprenant, ou des transmissions manuelles des métiers de l'artisanat.
La notion même de savoir y est différente qu'ailleurs, puisque la psychanalyse se soutient au fond d'un manque fondamental qui est en nous, et qui est un manque aussi dans le savoir lui-même. Et pour finir, je reprendrai cette difficulté intrinsèque à la psychanalyse elle-même, à savoir que ce que la psychanalyse nous apprend sur nous-mêmes, comment l'enseigner. C'est probablement une formule qui faisait chez Lacan écho à cette autre pensée de Freud qui disait qu'il y avait dans la vie 3 métiers impossibles à exercer et à mener à bien. C'était gouverner, éduquer et psychanalyser. Merci de votre attention.